Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Le premier finaliste, l'universitaire Kaïs Sayed, a annoncé samedi qu'il cessait de faire campagne afin de respecter l'égalité des chances avec son adversaire, l'homme d'affaires Nabil Karoui en prison. Une situation inédite et qui inquiète l'Union européenne. On respecte pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie. On espère que quand même il y aura des possibilités, des moyens de permettre à chaque candidat d'exprimer sa voix. Les observateurs européens, tout comme de nombreux organismes et responsables politiques tunisiens, souhaitent que M. Karoui, soupçonné de fraude fiscale et blanchiment, puis incarcéré depuis le 23 août, puisse faire campagne de façon équitable. C'est dans ce branle-bas que Salwa Smaoui, l'épouse du candidat Nabil Karoui, est montée au créneau pour mobiliser et galvaniser la troupe des sympathisants de son époux. Je suis très triste parce que ces élections ont été avec beaucoup de peine pour moi, pour mon mari, pour son parti. Et il n'y a pas eu l'équité des chances et l'équité de la participation dans ça. Ces ennemis de la démocratie, ces gens qui ne savent pas ce que c'est la transition en paix de la démocratie, comme eux, ils ont eu ces chaises-là, ils doivent les quitter quand il faut les quitter. Mais on voit qu'ils jouent le tout pour le tout et rien ne les arrête. 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes une troisième fois en un mois dimanche afin d'élire leur président entre deux novices de l'exécutif. Les deux ont fait campagne sur une rupture avec l'élite politique en place. Amidou Gigma, 48 ans, est agriculteur à Zimtenga, 25 km de Kongoussi. Il a fui fin septembre 2019 à cause de l'insécurité et du terrorisme avec toute sa famille, au moins une quarantaine de membres. J'ai fui avec toute ma famille, mon papa, mes 4 vieilles, puisque le papa a 4 femmes. Moi j'ai 2 femmes et j'ai mes petits frères aussi qui ont des femmes. La famille tourne autour d'une quarantaine de personnes que nous sommes venus avec ici. Une zone défavorisée, pas d'eau potable ni d'électricité. La vie ici n'est donc pas facile. Ce matin, il est venu chercher des vivres sur place. Il faut s'aligner sous un soleil de plomb. Il répartira bredouille. Il y a rupture. Et à ce jour, nous avons enregistré 45 472 personnes déplacées internes. Et nous avons pu toucher 2094 ménages qui ont bénéficié des vivres. Bon, c'est pas conséquent quoi, puisque bon, en tout cas c'est un geste qu'ils font. Voilà. Sinon ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vu le nombre de familles qu'on a, et vu les quantités qu'ils donnent, en tout cas si ça perdure, bon, vraiment on n'arrivera pas à s'en sortir. Amidou ne sait pas si ses enfants iront cette année à l'école. J'ai au moins 6 enfants qui partent à l'école. Mais vraiment, leur avenir vraiment est hypothéqué. On n'a plus d'école. Toutes les écoles sont fermées. On a fui, on est là. On ne sait pas, vraiment, on ne sait pas quoi dire. Le père de famille veut regagner sa localité. Sincèrement dit, ce n'est pas facile. Étant déplacé, vraiment, ce qui nous manque, c'est notre village, nos récoltes, la nourriture. Comme Amidou Gigma, ils sont plusieurs dizaines de milliers de déplacés qu'on retrouve ici dans les différents quartiers de Kongoussi. Ils n'ont qu'un seul souhait, c'est déplacer, que la paix revienne dans leurs localités respectives afin qu'ils y retournent. Et ce, avec l'aide du gouvernement. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Kongoussi. Nous sommes en Syrie depuis de nombreuses années. La Syrie était censée être une opération à court terme. Les alliés kurdes qui pensaient que les États-Unis seraient là pour empêcher la Turquie d'attaquer se sont trahis. Les États-Unis, comme toujours, nous ont trahis et nous ont à nouveau vendus. Les forces kurdes ont démantelé les défenses dans le nord syrien suite aux assurances américaines de protection.
Les habitants craignent maintenant de subir le même sort que les Syriens lors des précédentes offensives turques. Des personnes ont été tuées, des femmes ont été enlevées et beaucoup de personnes ont fui leur domicile. La Turquie a agi de manière inhumaine là-bas et nous craignons que cela ne se reproduise ici. À Washington, démocrates et républicains ont critiqué cette décision. Le sénateur Lindsey Graham a tweeté « En abandonnant les Kurdes, nous avons envoyé le signal le plus dangereux possible. L'Amérique est un allié peu fiable. » M. Trump semble parfois perdre patience ou ne pas être attentif au maintien de la victoire. Et nous avons souvent eu de succès au Moyen-Orient pour lesquels nous avons travaillé très fort, mais nous n'avons tout simplement pas fait assez pour protéger les acquis. Le Pentagone semble pris au milieu, affirmant aujourd'hui que le ministère de la Défense n'approuve pas une opération turque dans le nord de la Syrie. Trump a semblé revenir un peu en arrière dans sa décision, menaçant Ankara de sanctions qui pourraient anéantir l'économie turque si ses forces faisaient quelque chose d'extrême. Je ne pense pas que nous soyons en position de menacer la Turquie sur la manière dont nous allons réagir. Il est beaucoup plus important d'essayer de coopérer sur le terrain, d'atténuer nos différences. Au Pentagone, on craint maintenant que le groupe État islamique, l'ennemi commun des Turcs, des Kurdes et des Américains, ne voit dans ces dernières discordes une occasion de ressurgir. Chaque dimanche, à un carrefour de Kampala, les commerçants se retrouvent pour vendre leurs marchandises. Rejetés par les magasins de charité ou les friperies de l'Occident, les vêtements de seconde main sont populaires parmi les Ougandais. Rose Natabi vend des vêtements usagés depuis plus de 5 ans. Les vêtements vendus dans les magasins ici ne durent pas longtemps. Le tissu se déchire facilement après lavage. Ces vêtements de seconde main, eux, sont durables. Ils ont déjà été utilisés, mais ils sont meilleurs que ceux fabriqués ici en Ouganda. Ceux d'ici sont de mauvaise qualité, on les lave une fois et ils sont déchirés. Les enfants les portent pendant 2 mois et c'est tout. Ce n'est pas seulement en Ouganda. Le commerce de vêtements de seconde main est courant sur tout le continent, le Ghana, la Tanzanie, le Bénin et le Kenya étant parmi les plus gros marchés. Toutefois, bien que cela puisse apporter une solution pratique au chômage, les critiques soutiennent que le commerce de vêtements usés empêche l'Afrique de se doter d'une industrie. La créatrice de mode, Victoria Meraba Kenyi, souhaite que ce commerce soit interdit. Cela aiderait d'une manière ou d'une autre, car parfois des choses sont importées dans le pays, mais ce sont des choses que nous pouvons faire en tant que créateurs vivant dans le pays. Ce n'est pas si facile. En 2016, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda ont tous augmenté les taxes sur les vêtements et les chaussures usagées. Mais en 2017, un groupe de commerce représentant les exportateurs de vêtements usagés américains a déposé une pétition contre cette mesure. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont fait marche arrière et accepté de réduire le montant des taxes. Le Rwanda, qui a refusé, a vu son exemption des droits de douane sur les vêtements exportés vers les États-Unis suspendue. Bonsoir à tous. Guédien, politique et sport, la frontière est souvent poreuse et la crise entre la NBA et la Chine vient une fois de plus nous le rappeler. La télévision publique chinoise a annoncé qu'elle va suspendre la diffusion des matchs de la NBA en Chine. La CCTV était censée diffuser les 2 rencontres d'exhibition entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, prévues jeudi à Shanghai, puis samedi à Shenzhen. La crise a commencé vendredi lorsque Daryl Morey, le directeur général des Houston Rockets, a posté sur Twitter un appel de soutien aux manifestants de Hong Kong. Arash Arabasadi s'est intéressé à cette polémique. Comprenons davantage. Cette pratique de match d'exhibition de la NBA se fait en Chine chaque année, avant les habituelles rencontres de pré-saison au Japon. Cette année, ces matchs d'exhibition doivent mettre aux prises les champions en titre, les Raptors de Toronto et les Rockets de Houston. En principe, un match ordinaire qui a viré à la polémique. Nous nous sommes excusés, vous savez, nous aimons la Chine, nous adorons jouer là-bas et tout. Ces excuses de James Harden des Rockets font référence à un tweet vendredi du directeur général de l'équipe, Daryl Morey. Le message depuis supprimé se lisait comme suit: « Lutte pour la liberté, tenez-vous aux côtés de Hong Kong ». Depuis, Morey a posté plusieurs tweets revenant sur son commentaire, mais le propriétaire de l'équipe a été clair. Morey ne parle pas au nom des Houston Rockets. La CCTV a diffusé cette déclaration dans son bulletin de nouvelles du lundi.
Le directeur général du club NBA, Houston Rockets, a fait des remarques inappropriées sur Hong Kong. Nous nous y opposons fermement et avons décidé de suspendre toute coopération et tout échange impliquant la diffusion des matchs du club. Les Rockets sont devenus populaires en Chine après qu'ils ont sélectionné l'étoile chinoise du basketball, Yao Ming, lors de la draft 2002 de la NBA. La balle au panier est maintenant le sport le plus populaire en Chine avec un demi-milliard de fans. C'est le plus grand marché international de la NBA. Ils nous témoignent plus de soutien et d'amour. Nous les apprécions comme une base de fans et nous les aimons. Nous apprécions le soutien qu'ils nous donnent individuellement et en tant qu'organisation. Ces dires de James sont en déphasage avec ceux du patron de la NBA. Adam Silver a déploré un tweet aux conséquences assez dramatiques, affirmant toutefois soutenir Daryl Morey quant à son droit d'exercer sa liberté d'expression, des propos loin des excuses attendues par Pékin. Et puis, nous reparlons du Soudan et de sa nouvelle ligue de football féminin lancée la semaine dernière. Mais cette fois-ci, nous marquons un arrêt sur Marilyn Zakaria, l'une des joueuses de cette nouvelle ligue. Elle est venue du Soudan du Sud voisin pour poursuivre son rêve à Khartoum après l'enthousiasme qu'a suscité cette nouvelle ère dans le football féminin soudanais. Des questions se posent sur l'acceptation effective de cette réalité par la société conservatrice du Soudan. De Khartoum, Naba Moïdine nous en parle dans ce reportage repris par Nani Talani. Marilyn Zakaria est passionnée de football depuis son enfance. La jeune femme de 21 ans a quitté sa famille au Soudan du Sud pour pratiquer ce sport au Soudan voisin où existe désormais une nouvelle ligue féminine de football lancée le 30 septembre. Je jouais à Waou dans l'état de Barghazal, puis je suis venue à Khartoum et j'ai rejoint l'équipe de Taradi avec l'entraîneur Sarah Edward. Avant le début de la ligue, j'avais des problèmes d'études, alors j'ai arrêté et j'ai quitté Taradi pour l'équipe de Caen. Il a fallu 3 décennies de lutte contre les préjugés pour lancer la Ligue féminine de football. Même si désormais elle joue au foot, ce n'est toujours pas facile pour certaines joueuses comme Zakaria. L'une des difficultés que je rencontre toujours, c'est que j'aime porter le maillot de football quand je vais m'entraîner. Je fais face aux croyances et aux opinions des gens. Ils demandent, suis-je un garçon ou une fille? Et pourquoi je ressemble à ça? Et pourquoi nous avons l'air d'être des hommes? Les critiques contre cette ligue féminine sont aussi actives sur les réseaux sociaux. Les analystes affirment qu'elles ont leur origine dans le gouvernement islamiste de l'ancien président Omar el-Béchir qui a restreint les droits des femmes. Lorsque l'ancien régime est arrivé au pouvoir, il a ciblé les femmes avec des lois et des ordres publics locaux pour les renvoyer chez elles. Donc je ne pense pas que ce soit une non-acceptation, plus une culture sociale accumulée depuis 30 ans. Nous devons changer cela. Fort de ces opinions, la police anti-émeute a été mobilisée pour sécuriser les matchs d'ouverture, mais il y a eu plus de peur que de mal. Nous ne nous attendions pas à ce que les femmes et les hommes assistent au match, mais c'est arrivé et tout se passe bien jusqu'à maintenant. Nous espérons que la Ligue continuera de la même façon qu'elle a commencé. Ces amoureuses du ballon rond espèrent que les regards sur le football féminin changeront pendant la transition vers un nouveau Soudan. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Ces dernières années, l'utilisation du colorant à base de plantes, couramment appelé le henné, a évolué du corps vers la toile. Moine Hamissi Mohamed Ali fait partie d'un groupe de 9 femmes qui se sont réunies pour adapter leur art. Elles immortalisent et transforment leurs dessins au henné en peinture colorée. Une nouvelle entreprise qui s'avère un meilleur générateur de revenus avec une pièce allant jusqu'à $300. Sur le corps, nous utilisons du henné noir ou rouge. De plus, peindre sur le corps est un processus assez rapide, différent de la toile. Les peintures sur toile prennent plus de temps, comme vous pouvez le voir ici. Nous passons des heures là-dessus, car il y a beaucoup de détails. Aujourd'hui, l'engouement pour le tatouage est tel que les prix pratiqués dans les salons de beauté ou les officines à domicile ont considérablement grimpé. Cela plaît aux touristes également comme Annie Lorenson qui, lors d'une visite récente, s'est fait décorer les mains et a acheté un tableau.
Bien que ce soit temporaire, je viens de le découvrir, je trouve ça très beau. En plus, c'est incroyable de les regarder faire et j'ai la chance de pouvoir amener ça à la maison. Donc l'histoire ne s'arrête pas juste sur ma main, elle voyage vers d'autres destinations. Le nouveau commerce du henné donne également aux femmes plus d'indépendance dans une société conservatrice qui exige souvent qu'elles restent à la maison. Une enquête gouvernementale menée en Tanzanie en 2016 a révélé que les femmes sont presque 2 fois plus susceptibles que les hommes de n'avoir aucune éducation et moins susceptibles de posséder des terres ou d'avoir accès à un compte bancaire. Voilà, et c'est avec ces notes de Émilie Semourka que nous mettons fin à ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour.